J'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver ce matin pour une thématique hyper intéressante, notamment si vous avez un réseau d'établissements, puisque nous allons parler du store locator et on va surtout parler des enjeux auxquels vont faire face vos store locators en 2025. Et ces enjeux et défis sont nombreux. On va parler de RG2A, donc la notion d'accessibilité. On va parler de visibilité locale avec le SEO que vous connaissez déjà, le local pack aussi, mais je ferai quelques rappels. Et puis on va parler notamment du GEO. Donc il y a pas mal de sujets à balayer ce matin. Je vais commencer par me présenter avant de rentrer dans le vif du sujet. Donc moi je suis Thibaut Drouet, je suis le responsable commercial de chez Custplace. Et si vous ne nous connaissez pas encore, on est une plateforme de gestion des avis, mais de manière plus générale de gestion de l'e-réputation et surtout de gestion de la visibilité en ligne. J'y reviendrai notamment en fin de webinaire pour rentrer un petit peu plus dans le détail sur ces différents enjeux de la visibilité en ligne. Quoi qu'il en soit, pour le programme de cette demi-heure que nous avons ensemble, on va parler dans un premier temps de store locator de manière assez généraliste. Je vais faire un petit récapitulatif sur ce qu'est exactement un store locator, ce qui le compose. Je donnerai une définition assez simple, vraiment pour poser le contexte. Ensuite, on va parler du RG2A, donc cette notion de devoir rendre accessible son écosystème digital et notamment ses store locators dès juin 2025. On va parler de toute la partie visibilité locale, les mécaniques de SEO que vous connaissez déjà, je le disais, mais je ferai un petit rappel, le local pack et surtout la notion de GEO qui émerge de plus en plus, qui est très liée à la notion de moteur de recherche génératif, les fameuses IA qu'on utilise de plus en plus quotidiennement, ChatGPT, Perplexity, Mistral AI. Il y en a évidemment une multitude et donc on va essayer de comprendre ensemble, de décrypter comment jouer selon les règles de leur jeu pour pouvoir être visible également sur ces outils, puisque vos clients, vos prospects, eh bien, les utilisent de plus en plus. Et donc, il est important de ne pas délaisser, bien sûr, les moteurs de recherche traditionnels, mais de pouvoir apporter de la complémentarité et d'être visible sur ces outils. On va parler d'avis clients, bien évidemment, et notamment des avis clients au sein du store locator, puisque cette notion d'avis est un paramètre essentiel, hyper important, à la fois pour votre référencement sur les moteurs de recherche classiques, mais on va le voir aussi sur ces moteurs de recherche génératifs. Et puis, je ferai une synthèse en 5e point sur tout simplement les bonnes pratiques et comment on peut concevoir un store locator qui soit le plus optimisé possible. Allez, je vous propose donc cette première partie sur cette notion de store locator. Donc, qu'est-ce qu'un store locator exactement? Eh bien, c'est un outil stratégique qui va servir à connecter vos clients ou vos futurs clients à vos points de vente physiques. C'est ce qui va permettre notamment de localiser assez rapidement en tant qu'internaute le point de vente de votre réseau le plus proche du lieu où on se situe. Ça peut être son lieu de travail, ça peut être son lieu de vacances, ça peut être son habitation. L'intérêt, c'est de pouvoir trouver assez rapidement et facilement, encore une fois, le point de vente le plus proche. Donc, c'est un point de contact hyper important, je le disais, entre vos prospects et vous, et aussi vos clients, parce que ça va faire la passerelle, finalement, c'est le liant entre le digital et ce qu'on appelle brick and mortar, c'est-à-dire vos points de vente physiques. Au sein de ce store locator, on va retrouver plusieurs types différents. On a tout d'abord ce qu'on appelle le store select. Donc c'est ce que je définissais, c'est la notion de map, une cartographie sur laquelle on va retrouver des points, des pins avec les différentes agences, les différentes boutiques, les différents magasins qui constituent votre réseau. Donc ça peut être une cartographie nationale ou internationale si vous êtes présent, bien sûr, dans plusieurs pays. On va avoir aussi la notion de product locator. Donc ça, c'est idéal lorsqu'on est à la fois e-commerçant et qu'on a aussi des boutiques physiques. Ça va permettre à vos clients de vérifier la disponibilité d'un produit directement en ligne et de voir dans quel établissement le plus proche de lui, il va pouvoir retrouver
ce produit et faire éventuellement du click and collect ou aller l'acheter directement. Troisième type, on va avoir la notion de dealer locator. Là, c'est plutôt pour des marques qui vont faire de la vente en ligne, qui sont des e-commerçants, qui n'ont pas de boutique physique à leur enseigne, à leur propre effigie, mais qui vont être distribués chez des revendeurs agréés. Pour prendre un exemple assez classique, les produits de cosmétiques, donc on peut être redistribué ensuite dans des enseignes spécialisées type Sephora ou dans des pharmacies sans avoir de boutique à sa propre marque. Et donc là, ça permet de la même manière que sur un store select de voir l'ensemble des revendeurs disponibles les plus proches de chez soi. En complémentarité de cette notion de store locator, et pour moi les deux sont indissociables, en tout cas ils peuvent être dissociés, mais ils ne devraient pas l'être, c'est la notion de page établissement. Le store locator va donner une vue finalement assez macro, une vue d'ensemble sur le maillage qu'a votre réseau sur le territoire national ou, je le disais aussi, pourquoi pas international. La page établissement, quant à elle, va donner des informations vraiment très détaillées sur un établissement. Et donc là, on rentre plutôt dans cette notion de micro, puisque sur le Store Select, donc on va avoir quelques informations essentielles, le nom, éventuellement les horaires d'ouverture, l'adresse, alors que sur cette page établissement, c'est en quelque sorte un mini-site finalement qui va être dédié à l'un de vos points de vente avec des informations, à la fois les informations essentielles que je citais, et puis des informations complémentaires sur ce que vous proposez, éventuellement les collaborateurs, avoir de la photo, de la vidéo, donc du multimédia de manière globale, et aussi, bien sûr, la notion d'avis, qui est un périmètre, qui est un paramètre, pardon, essentiel, et j'y reviendrai un peu plus en détail dans cette présentation. Donc, hyper important, cette complémentarité entre le Store Select, Store Locator, et la notion de page établissement qui rentre un peu plus dans le détail de ce que propose le point de vente en question. Voilà, généralement, ces notions, si vous avez un réseau avec au moins 2, 3 établissements, c'est quelque chose qui est généralement assez acquis et bien compris, bien maîtrisé. Maintenant, pour entrer dans le vif du sujet et de l'intérêt de ce webinaire, de pouvoir vous mettre en conformité avec une réglementation qui est le RG2A. Vous en avez peut-être entendu parler vaguement. Je vous propose de rentrer un peu plus dans le détail. Alors, c'est un acronyme qui signifie référentiel général d'amélioration de l'accessibilité. Il n'est pas récent, ce RG2A, puisqu'il a été créé en 2009, donc il y a maintenant 16 ans, et son but, c'est vraiment de garantir l'accessibilité des services numériques, finalement, pour toutes et tous, et notamment pour les personnes en situation de handicap. Donc, c'est rendre l'information la plus fluide, la plus accessible possible pour des personnes qui sont éventuellement malentendantes, malvoyantes. Et à l'origine, ça concernait uniquement les services de l'État, donc les sites de l'État, les sites publics. Il y a eu plusieurs versions au fil de ces 15 dernières années. La dernière version en date, eh bien, désormais, oblige toute entreprise du secteur privé à se mettre en conformité avant le 28 juin 2025. Il faut, alors quand je dis toutes les entreprises, je vais nuancer du secteur privé, il faut réaliser un chiffre d'affaires d'au moins 2 millions d'euros et avoir au moins 10 collaborateurs. Donc finalement, on y est très vite quand on a un réseau. À partir de 2-3 magasins, 2-3 établissements, il y a fort à parier qu'on ait au moins 10 collaborateurs ou qu'on réalise au moins ce seuil de chiffre d'affaires. Donc, quelles sont les obligations? Très concrètement, que nous dit ce référentiel? Eh bien, il va vous imposer de respecter certains critères qu'on va voir juste après et certaines obligations. Tout d'abord, il va falloir réaliser un audit d'accessibilité. Il y a fort à parier que dans votre écosystème, il y a déjà des choses, dans votre écosystème numérique, il y a des choses qui sont déjà des pages accessibles, des choses que vous faites bien. Et puis, il y a d'autres choses d'autres points sur lesquels il va falloir bien sûr se mettre en conformité. Donc, avoir une photo à un instant T, réaliser un audit, c'est la première étape. Il va falloir ensuite afficher un lien d'accessibilité qui reprend tout ce que vous avez pu mettre en œuvre. En troisième point, déclarer le niveau d'accessibilité. Ça, c'était très vrai avant, avec les versions précédentes, on avait plusieurs niveaux. Le niveau A, le niveau AA, le niveau AAA. Désormais, toutes les entreprises qui vont être concernées par le RG2A
devront valider tous les critères. Donc, il n'y aura plus cette notion de niveau. En quatrième point, ça va être de publier les pourcentages de pages rendues accessibles et aussi le pourcentage de critères respectés. Et enfin, de fournir un rapport d'audit qui va être détaillé. Si vous ne faites pas ces obligations, vous vous exposez à des sanctions financières, on va le voir, qui sont loin d'être neutres, puisqu'on parle de 50 000 € par service numérique non accessible, et on parle de 25 000 € en cas de non-publication de ces obligations déclaratives. Et quand on sait que ces sanctions peuvent être renouvelées tous les 6 mois, je vous laisse faire le calcul rapide, ça peut commencer à faire beaucoup d'argent à la fin de l'année. Maintenant, quand on a dit ça, il est intéressant de s'interroger sur les différents critères qui vont rendre votre écosystème accessible et notamment le Store Locator. Au total, il y a 13 thématiques. Chaque thématique va reprendre un certain nombre de points bien spécifiques, bien précis. Ça fait beaucoup de points à l'intérieur de ces 13 thématiques, donc je ne vais pas toutes les détailler ce matin, on n'aurait pas le temps. Par contre, on va vous envoyer de manière avant-gardiste, on va vous envoyer à la fin du webinaire un e-book, un lien pour télécharger un e-book qui va reprendre tout ce qu'on aurait évoqué ce matin, un peu plus en détail. Vous aurez le temps de vous replonger dedans à tête reposée avec une checklist qui reprend ces 13 thématiques et tous les points qui vont vous permettre de vous mettre en conformité. Je peux vous prendre quand même quelques exemples, bien sûr. Vous voyez apparaître la notion d'image, couleur, multimédia. Si on prend les images, vous avez peut-être dans votre Store Locator des images qui sont porteuses d'informations. Dans ce cas-là, chacune de ces images informatives doit avoir une alternative textuelle qui va décrire son contenu ou sa fonction. Pour la notion de couleur, évidemment, on ne va pas vous demander de changer votre code couleur. Nous, chez Cusplace, vous voyez, on est sur du bleu et du jaune. On ne va pas du coup basculer sur du rouge et du vert. Par contre, il va falloir adapter au niveau des contrastes, par exemple. Pour la notion de multimédia, si vous avez des vidéos, il va falloir intégrer des sous-titres synchronisés qui vont décrire éventuellement les dialogues ou les sons pertinents. Vous voyez aussi en 7e point la notion de lien. Il va falloir éviter les liens génériques, le fameux cliquer ici ou en savoir plus, mais plutôt intégrer un lien qui est descriptif sur le contenu de destination. Encore une fois, il y a 13 critères avec plusieurs points à l'intérieur de chaque critère. Donc, vous pourrez retrouver en fin de webinaire le détail de tous ces éléments. Mais ce qu'il faut bien retenir, c'est que, encore une fois, je me répète, mais c'est important, si vous faites au moins 2 millions d'euros de chiffre d'affaires ou si vous avez au moins 10 collaborateurs, eh bien, vous allez être tenu de vous mettre en conformité. La deadline arrivera vite, puisqu'on parlait du 28 juin 2025. Donc, autant dire que c'est demain. Maintenant, sorti de ce contexte de mise en conformité, on a aussi, et au-delà d'ailleurs, c'est important de le dire, il y a bien sûr le côté conformité, mais il y a aussi une certaine éthique à avoir de rendre accessible, bien évidemment, son écosystème numérique. C'est un point qui me paraît aussi particulièrement majeur de rappeler. On le fait pas seulement pour éviter une sanction, mais on le fait aussi pour avoir un côté où on rend accessible son contenu, je le disais, à toutes et à tous, ce qui paraît assez logique en 2025. Maintenant, sortie de cette notion, la notion de visibilité au niveau local, donc j'en parlais en préambule, le SEO, le local pack, c'est des choses que vous connaissez. Je vais rappeler parce qu'il y a des évolutions, mais on va surtout se concentrer sur la notion de GEO, qui est quelque chose d'émergent, je le disais, et je vais rentrer un peu plus dans le détail sur les bonnes pratiques, déjà pour le définir, c'est ce que ça veut dire exactement, et les bonnes pratiques que vous pouvez adopter. Alors, concernant le local pack, petit rappel, ce qu'on appelle aussi le tree pack, c'est 3 entreprises qui vont être mises largement en avant sur Google par rapport aux résultats naturels de recherche, suite à une requête d'ordre local, par définition. Quand on va rechercher un plombier, par exemple, un électricien, un commerce de proximité, un primeur, une boulangerie, etc., on va taper des mots-clés et on va taper la localité juste après. Boulangerie Lille, plombier Brest, etc. Vous avez compris l'idée. Et le fait de ressortir donc dans ce local pack, c'est un enjeu majeur pour une raison assez simple, c'est que vous allez être beaucoup plus visible que les autres résultats.
donc les résultats naturels des recherches, et cette visibilité va vous permettre d'augmenter le trafic directement dans votre établissement à hauteur de plus de 30%. Et donc, on peut rapidement faire un petit calcul lorsqu'on connaît son taux de fréquentation, lorsqu'on connaît son taux de conversion et son panier moyen. Eh bien, en partant de ces 30%, ça peut facilement vous donner le résultat en termes de chiffre d'affaires supplémentaire que vous pourriez générer en étant repris dans ce local pack. Maintenant, vous allez me dire, mais quel est le lien avec le store locator? Eh bien, les deux sont étroitement liés pour une simple et bonne raison que votre local pack donc, va mettre en avant votre fiche Google si vous avez des bons avis, si vous êtes bien référencé, si vos informations sont exhaustives. Et il y aura possibilité donc de cliquer sur cette fiche, de cliquer sur votre site web qui renverra vers votre store locator. Et donc ça, Google va le regarder, va vérifier que vous avez un store locator et pourra favoriser votre position dans le local pack. Donc on l'a vu, ça vous donne une visibilité en ligne qui est supplémentaire. Ça génère donc plus de trafic vers votre site web, vers votre store locator et aussi en agence ou en magasin. Et donc, ça améliore votre référencement local de manière globale. Vous rentrez dans un cercle vertueux. Car le fait d'avoir un store locator, ça vous amène plus de visibilité et plus de trafic sur ce store locator. Et le fait d'avoir du trafic sur votre store locator, Google voit cette information et donc aura tendance à vous positionner mieux et favoriser votre positionnement dans ce local pack. Donc, vous voyez, on rentre dans une boucle finalement et dans un cercle qui est, je le disais, vertueux. Maintenant, la notion de donc référencement naturel, le SEO, et aussi le GEO, qui est en quelque sorte le cousin du SEO. Donc, le SEO signifie Search Engine Optimization. Donc, c'est toutes les optimisations que vous allez pouvoir faire afin d'être repris dans les premiers liens, dans les résultats naturels de recherche sur les moteurs de recherche traditionnels et aussi, pourquoi pas, dans le local pack, ce qu'on évoquait. Donc ça, généralement, c'est une notion qui est plutôt bien appréhendée, qui est plutôt bien comprise et mise en œuvre. Donc, c'est adapter votre contenu, avoir un contenu riche, avoir aussi du multimédia, une présence sur les réseaux sociaux. Il y a évidemment plusieurs choses à mettre en œuvre pour améliorer votre positionnement. Donc, tout ça, il faut continuer de le faire. Bien évidemment, les moteurs de recherche classiques sont toujours d'actualité en 2025, mais ce ne sont plus les seuls à permettre aux internautes d'avoir accès à une information. Là, vous me voyez venir, je vais parler des IA génératives. On a fait une étude récemment chez Cusplace où on a posé une question assez simple à un panel de consommateurs. On leur a demandé via quels outils, via quels canaux ils faisaient leurs recherches en ligne. Alors, plusieurs réponses étaient possibles au sein de cette étude et 74% pour être très précis, nous disent qu'ils effectuent leurs recherches via des moteurs de recherche traditionnels. Google, largement leader, 93-94% de marché. Puis ensuite, on a Bing, on a Quant, on en a plusieurs, mais l'enjeu est bien sûr sur Google. Et en deuxième réponse, à hauteur de 50%, donc je le disais, plusieurs réponses sont possibles, on retrouve les réseaux sociaux. Donc désormais, on va utiliser les réseaux sociaux pour faire une recherche. Ça, c'est relativement nouveau. Et en troisième position, on retrouve les IA génératives. Donc, il y en a pléthore, ChatGPT, Perplexity, Gemini de chez Google. On va retrouver aussi Mistral AI, qui est un acteur français. Bon, il y en a une multitude, je le disais, avec cette nouvelle, avec cette nouvelle spécificité qui est le GEO, qui est donc lié au fait d'être repris par ces IA génératives, d'être cité en tant que source principale. Donc je disais, c'est 25% des internautes qui utilisent déjà ces nouveaux outils, qui ne délaissent pas pour autant les moteurs de recherche, mais qui vont compléter finalement ce qu'ils trouvent sur les moteurs traditionnels avec une information qu'ils vont avoir à travers ces IA génératives. Alors, la question à se poser, c'est comment renforcer votre GEO, comment le développer. Il y a des mécaniques, des passerelles entre le SEO et le GEO, mais globalement, les IA génératives aiment bien ce qu'on va appeler les données propriétaires. Donc, c'est vraiment les informations qui vont être directement publiées par votre entreprise. Ça garantit une certaine authenticité. Donc, dans votre écosystème,
votre site web, sur un blog, mais aussi sur vos réseaux sociaux, par exemple. Ça va être de proposer aussi des statistiques et des données chiffrées. Ces moteurs de recherche génératifs adorent ces informations-là. Ça peut améliorer ça peut vous permettre d'améliorer à hauteur de plus de 70% votre visibilité si vous avez un contenu, encore une fois, avec des données très précises et bien chiffrées. Ces outils aiment bien aussi la mise à jour régulière de votre contenu. Parfois, on réalise des articles qui ont 1 an ou 2, mais qui sont toujours d'actualité. Donc, pas hésiter à les mettre à jour, rajouter, nuancer, rajouter quelques informations. Ça, l'IA aime bien tout ce qui a été publié récemment. Ça va être de rédiger aussi du contenu qui est vraiment précis par rapport à des questions courantes. Donc, avoir des FAQ, des foires aux questions qui vont être enrichis, qui adoptent un langage conversationnel et aussi donner une forte autorité dans votre domaine. Vraiment produire un contenu qui est exhaustif, affirmer votre propos avec certitude, montrer que vous êtes un expert dans ce que vous proposez. Alors, ce qui est hyper intéressant, moi, on fait souvent des requêtes chez Cusplace pour tester, c'est que désormais, dans ChatGPT, vous avez même des vidéos tutos qui vont être reprises si vous produisez un contenu vidéo très pointu en lien avec votre activité et qu'un internaute pose une question spécifique en lien avec ce contenu, il n'est pas impossible que votre vidéo soit reprise et donc vous donne bien évidemment cette visibilité qui est intéressante. Et sur le côté recommandation, requête locale, puisque c'est ça qui nous intéresse, donc cette fameuse question, est-ce que tu peux me recommander un restaurant dans tel arrondissement, dans telle ville? Est-ce que tu peux me recommander un opticien? Est-ce que tu peux me recommander une boulangerie, etc. Eh bien, les avis, et donc ça me fait une transition avec la suite, c'est l'un des critères aussi majeurs qui va être regardé par l'intelligence artificielle. Donc c'est important de garder Google, de faire des avis Google, bien évidemment pour les moteurs de recherche traditionnels, mais c'est important aussi de pouvoir développer votre réputation et collecter vos propres avis authentiques, puisque c'est cette information qui va être regardée par les outils d'IA et qui favorisera votre positionnement et le fait d'être cité. Alors, ce qui est différent, et si vous les utilisez, ces outils, vous allez vite comprendre là où je veux en venir, mais dans l'affichage, c'est quand même très différent d'un moteur de recherche, où sur le moteur de recherche, on retrouve plusieurs liens, les uns à la suite des autres, et donc le but du jeu, c'est d'être au-dessus des concurrents. Là, l'IA générative va vous fournir un contenu contextualisé, une réponse synthétique finalement, avec pourquoi pas un classement, ou juste citer votre entreprise. Et ça élimine directement la concurrence. Donc il y a un bel enjeu d'être la source unique disponible quand on pose une question en lien avec une recherche locale sur ces outils. Alors justement, ça me fait une transition, je parlais des avis clients. Je vais vous donner quelques astuces, puisque c'est un paramètre primordial à la fois pour votre référencement classique, moteur de recherche traditionnel, mais aussi, on l'a vu, pour les IA génératives. Il y a un phénomène qu'on constate régulièrement et une mauvaise pratique qui est celle d'afficher directement les avis qu'on a sur Google sur son store locator, donc sur sa page établissement. Alors c'est tentant et bien sûr on le comprend, c'est gratuit. A priori, si vous avez une fiche, c'est que vous avez déjà des avis. Donc on peut se dire, bah tiens, j'ai une source d'information, je peux la récupérer, aller la diffuser. Donc c'est assez tentant. Maintenant, pourquoi je vous déconseille de le faire? Pour plusieurs raisons. Tout d'abord, même si vous avez une source de données, eh bien, il est tout à fait possible que cette source ne soit pas homogène, dans le sens où sur Google, si vous avez déjà laissé un avis, si vous avez une fiche, vous connaissez la mécanique, vous pouvez simplement laisser des étoiles, sans laisser de verbatim. Et ça, ça va créer, je le disais, un problème d'homogénéité quand vous allez restituer ces avis dans votre store locator, parce que certains auront un commentaire, d'autres n'en auront pas. C'est pas très agréable en termes d'expérience utilisateur. Par ailleurs, Google, les IA génératives ne vont pas apprécier forcément que ce soit que des avis de Google, c'est des outils qui sont concurrents, qui préfèrent plutôt que ce soit des avis à votre nom, collectés de manière authentique via une plateforme qui est tiers de confiance. Mais ces avis, pareil, de Google ne vous appartiennent pas. Ça, c'est la limite aussi dans l'utilisation que vous pouvez en avoir. Et encore plus, ils ne sont pas vérifiés. Google le stipule très directement sur votre fiche. Il y a une petite mention au-dessus des avis en disant les avis ne sont pas vérifiés. Bah oui, il est très difficile aujourd'hui pour Google de savoir si le dernier avis que vous avez reçu
c'était bien un vrai client ou pas. En quelque sorte, puisqu'on est sur des plateformes ouvertes, par définition, tout le monde et du coup n'importe qui peut venir s'exprimer, même vos concurrents et détracteurs ou anciens collaborateurs, personnes, on va dire, mal intentionnées de manière globale. Alors, quand je dis tout le monde peut s'exprimer n'importe qui, attention, il y a quand même une limite, vous le savez peut-être, mais pour laisser un avis sur une fiche Google, il faut un compte Google ou un compte Gmail. Tout le monde n'en possède pas, tout le monde n'en possède pas, pardonnez-moi, et du coup, ça limite finalement l'accès à la dépose d'avis possible, et ce que vous allez restituer dans votre écosystème ne sera pas forcément représentatif de la satisfaction générale, puisque par définition, tout le monde n'a pas pu s'exprimer. Donc, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut plus faire d'avis Google, bien sûr qu'il faut continuer de le faire, mais ça ne suffit pas et il ne faut pas les diffuser dans votre écosystème. Alors vous allez me dire, ok, très bien, mais qu'est-ce qu'il faut faire du coup? Alors nous, ce qu'on conseille, c'est d'utiliser des avis qui vous appartiennent. Je le disais, pouvoir utiliser un outil qui vous permet de collecter efficacement des avis. Tout d'abord, vous allez contrer les insatisfaits qui viennent s'exprimer. Vous allez solliciter l'ensemble de vos clients, ce qui permet de faire en sorte que votre majorité silencieuse qui est satisfaite s'exprime et avoir une réelle représentativité de la satisfaction générale, de pouvoir aussi diffuser les notes adaptées. Quand je dis les notes adaptées, vous allez pouvoir diffuser sur votre store locator les avis qui concernent le bon établissement en question. Si vous avez un réseau de boulangerie, par exemple, il n'y a aucun intérêt de diffuser les avis de Marseille dans la boulangerie de Lille. Moi, si je suis client à Lille, ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe dans ce magasin-là. Ce qui se passe à 800 km de là, ça ne m'intéresse pas. Surtout si on est sur une organisation en franchise, bien évidemment, c'est pas parce qu'un magasin est très bon qu'un autre le sera aussi. Donc c'est l'intérêt de pouvoir dissocier aussi les avis et pouvoir présenter finalement au bon endroit les bonnes notes correspondant au bon établissement. Opter pour une intégration fluide, le fait d'avoir des widgets avec une plateforme dont c'est le métier, des widgets qui seront adaptés et conformes au fameux RG2A qu'on évoquait tout à l'heure et qui auront toutes les mécaniques pour améliorer votre référencement. Je fais notamment référence à un terme de jargon qu'on appelle les rich snippets dans le jargon du référencement. C'est un extrait enrichi. Lorsqu'on fait une recherche sur Google et qu'on voit apparaître plusieurs liens, en dessous de certains liens, vous avez les petites étoiles qui apparaissent. Donc ça, c'est l'intégration de widgets prédéfinis qui va permettre d'obtenir notamment ce type d'affichage. Autre point important quand on se lance dans un dispositif de sollicitation et de collecte d'avis, c'est très bien et il faut aller jusqu'au bout de la démarche. Il faut pouvoir gérer et valoriser les avis. Alors, ce qu'on entend par gérer et valoriser, ça va être apporter des éléments de réponse. Donc, remercier lorsqu'on est face à des avis positifs et éventuellement s'excuser et trouver des solutions quand on a des avis négatifs, mais légitimes. Pour deux raisons principales. Première raison, côté référencement. Les IA génératives, les moteurs de recherche traditionnels, leurs algorithmes vont regarder, scanner cette information et favoriser votre référencement si vous jouez le jeu et que vous répondez. Premier point. Deuxième point, vous allez créer du lien finalement avec vos clients. C'est un nouveau canal de communication et vous allez envoyer un bon signal en prenant en compte finalement ce qu'ils ont à vous dire. Voilà, ça nous amène déjà à la dernière partie de ce matin. Donc, comment concevoir un store locator optimisé? Nous, chez Custplace, notre métier, j'en parlais brièvement en préambule, mais c'est de proposer des solutions pour vous permettre d'améliorer votre visibilité en ligne au sens large du terme. Et pour ça, ça passe par plusieurs éléments. Ça passe par le store locator, on l'a vu, bien sûr, mais ça passe aussi par la collecte d'avis et la gestion de sa présence. C'est ce qu'on appelle le présence et le review management. Le fait de pouvoir être multidiffusé, donc multidiffuser ses fiches établissements dans tous les écosystèmes qui comptent aujourd'hui, à savoir Google, ça généralement c'est fait, mais aussi sur Apple, avec notamment Apple Business Connect. Désormais, on a des fiches au même titre que les fiches Google Business Profile dans l'écosystème d'Apple, donc sur Apple Plan directement, avec des avis des pages jaunes ou d'autres plateformes spécialisées. Donc, hyper important d'être présent aussi dans l'écosystème d'Apple parce que c'est des milliards d'utilisateurs actifs dans le monde, 1 milliard, je crois, d'iPhone. Et donc, quand on effectue ces recherches, eh bien, via l'iPhone, on tombe sur cet écosystème, enfin, sur ces fiches Apple Business Connect. La notion aussi de GPS, cartographie, les portails
de visibilité locale, donc tout ce qui est annuaire, et aussi les réseaux sociaux. Donc c'est important de maximiser sa présence sur ces différentes plateformes pour être, bien sûr, le plus visible possible. Alors nous, ce qu'on vous propose, c'est un écosystème complet avec des modules, des widgets qui sont clés en main et qui ont pour intérêt de vous proposer des éléments qui sont RG2A compliant, qui peuvent être intégrés aussi à votre logiciel métier, votre CRM. On vous propose donc du store locator, de la page d'établissement, encore une fois conforme et adaptée aux nouveaux enjeux de SEO et de GEO, et de pouvoir aussi avoir toute la mécanique de sollicitation, j'en parlais, d'avis à la fois de clients et de salariés qui vont être des avis authentiques que vous allez pouvoir donc diffuser dans votre écosystème et pouvoir obtenir toute la mécanique de rich snippet que j'évoquais aussi précédemment. Donc si ça vous intéresse d'en savoir un petit peu plus sur ces éléments que je suis en train de présenter, n'hésitez pas à me contacter directement sur l'adresse mail qui s'affiche, donc Thibaut sans L, THIBAUT, @cursplace.com. Je me ferai un plaisir de vous répondre, de vous présenter un peu plus en détail tous ces enjeux, aussi de vous fournir un audit gratuit sur votre store locator. Est-il conforme à ces enjeux qu'on évoquait de RG2A et des éléments de visibilité importants pour 2025? On peut faire un audit aussi sur la partie e-réputationnelle. Où en êtes-vous de votre présence sur les différentes plateformes? Quelle est votre note? Les recommandations qu'on peut vous faire? Toute la notion de présence management, donc votre visibilité, l'exhaustivité de vos fiches. On peut faire un audit, excusez-moi, en 3, c'est bien gratuit, pardon pour le lapsus, en 3 parties pour ces 3 éléments que je viens de citer. Voilà, donc n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Je vous remercie de votre participation. On peut en prendre quelques minutes. Si vous avez des questions, je peux y répondre dans le chat avec grand plaisir. Et j'en profite pour vous donner notre prochain rendez-vous. Donc c'est jeudi 13 mars à 11h, dans un peu plus d'un mois. On va parler cette fois-ci d'avis produits. Et on va notamment parler des avis longue durée. On va voir comment ils redéfinissent la performance e-commerce et aussi des retailers, comment ils permettent d'améliorer les taux de transformation. Ils viennent en complément des avis produits post-achat que vous connaissez. Vous commandez un produit en ligne. Quelques jours après, vous recevez une sollicitation pour évaluer ce produit. C'est super, il est beau, il est neuf, il fonctionne bien, tout va bien. Généralement, ça se corse au bout de plusieurs mois. D'où l'intérêt d'avoir une nouvelle sollicitation a posteriori, donc X mois ou années après l'utilisation du produit pour donner un peu plus d'épaisseur finalement et avoir un avis qui est peut-être un peu plus affûté et donner donc des indications complémentaires aux internautes, ce qui permet de favoriser, je le disais, les taux de transfo. Donc sujet aussi hyper intéressant si vous avez un site e-commerce, vous pouvez scanner le QR code ou retaper dans la barre de recherche le lien qui s'affiche, là, cust.fr/WALD. Voilà, et j'ai plus qu'à vous remercier de votre participation de ce matin. J'espère que ces informations vous auront été utiles. Et encore une fois, n'hésitez pas, s'il y a des questions dans le chat, je peux tout à fait les prendre. Et je vois qu'en parallèle, on vous envoie les différents guides, le guide plutôt, avec la checklist que j'évoquais en milieu de webinaire, ce qui vous permettra de rester au fait et d'avoir tout le détail des différents critères, des différentes thématiques pour lesquelles vous devrez être en conformité dès le 28 juin prochain. Voilà, je vous remercie encore une fois de votre disponibilité. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous donne rendez-vous donc le jeudi 13 mars à 11h. À très vite.